La mission que Sylviane m'a confiée est une mission extrêmement périlleuse puisque le titre, vous le voyez, est déjà très vaste, comment coordonner différents regards disciplinaires, mais elle avait ajouté dans la commande une synthèse ou un essai de synthèse. Donc je suis censé ne pas seulement vous parler de choses que j'ai préparées tranquillement chez moi, mais aussi vous faire état de ce que je parviens à intégrer un peu sur le vif de ce qui s'est déjà dit aujourd'hui. Alors bien sûr, je n'y arriverai pas, donc je suis condamné à vous décevoir, mais je vais quand même essayer. Alors voilà le menu de ce que je compte vous présenter. Il y aura une très brève introduction. Je vais ensuite vous parler de la question des concepts qui ont été mobilisés aujourd'hui et qui me paraissent importants à clarifier encore davantage pour avancer dans un travail de coordination pédagogique. Deuxièmement, je vais essayer de clarifier avec vous quelques enjeux, quelques objectifs également de ce que nous pourrions souhaiter faire en équipe pédagogique. Et puis, on va entrer davantage dans du comment faire. Et là, je vais rappeler des choses qui ont déjà été dites et peut-être aussi vous en proposer d'autres qui viendront compléter des modes d'action peut-être envisageables dans vos établissements. Alors, pour introduire, je pense qu'ici, je ne fais que réexpliquer pourquoi vous êtes là et pourquoi vous avez eu envie de venir à cette journée. Nous avons abordé des questions vitales pour toute équipe enseignante ou pour toute équipe éducative, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement obligatoire d'ailleurs. Pourquoi travailler ensemble en tant que collègues dans une université ou une haute école, et plus spécifiquement en tant que formateur d'enseignants? Je mettrai l'accent un petit peu là-dessus parce que c'est ma fonction principale dans ma propre université. Au nom de quels enjeux et en vue de quels objectifs? Autour de quels projets concrets? Quelle est la plus-value de l'interdisciplinarité? Le mot a été prononcé quelquefois, mais on n'y a pas encore insisté très fortement, par rapport à la ou à la pluridisciplinarité, qui consiste peut-être plus simplement à travailler côte à côte dans un cadre commun. Et puis, très concrètement, comment articuler les points de vue de différentes disciplines de manière féconde, au-delà d'une transversalité molle, où les spécificités et les exigences propres à chacun se dissolvent, ce qui est le danger mortel d'un travail interdisciplinaire non suffisamment ancré dans le savoir disciplinaire, comme l'a rappelé d'ailleurs Denis Berthiaume ce matin. Alors, ce n'est pas seulement une question vitale pour toutes les institutions d'enseignement supérieur, c'est peut-être une question vitale pour l'avenir même de l'université, puisque vous avez ici le tout dernier numéro du bulletin de veille de l'IFE. Je suppose que vous êtes quelques-uns à lire régulièrement cette publication extrêmement intéressante, qui est évidemment très centrée sur un point de vue français, celui de Laure Endrizi ici en l'occurrence, et qui est un point de vue très très intéressant parce qu'il est assez équilibré, peut-être un peu à contre-courant parfois à certains discours de doxa concernant l'interdisciplinarité. Je veux dire par là que ce n'est pas un discours anti-interdisciplinaire, mais c'est un discours qui signale quand même l'importance d'être très prudent et de ne pas tomber tête baissée dans une conception justement qui diluerait la spécificité des savoirs. Alors, première question que j'ai envie donc d'aborder avec vous, de quoi parle-t-on ? Et essayons de clarifier quelques concepts et quelques approches. Donc il y a un petit côté révision aussi. Vous allez me dire si j'ai bien compris ce qui a été dit ce matin pour un certain nombre d'éléments, et puis je m'ajouterai quelques autres. Peut-être que c'est pas mal de recommencer, de repartir de la notion de discipline. Et là, je vais reprendre cette définition à des auteurs que cite Endrizi dans la note de l'IFE que je viens de vous évoquer. Donc c'est des lectures toutes fraîches et tout à fait actuelles. Selon un certain Fabiani, la discipline n'existe pas en soi. C'est peut-être important de se rappeler ça. Les disciplines sont des constructions intellectuelles, institutionnelles, historiques, socialement déterminées, culturellement déterminées. C'est une convention provisoire, une discipline. La physique n'a pas toujours été considérée comme séparée des autres sciences. Les sciences, c'est peut-être un peu intéressant de rappeler aussi que les sciences et les belles lettres n'étaient pas séparées jadis, ce qu'on appelait les sociétés de belles lettres dans les universités, où les facultés des arts, c'était des facultés où on enseignait le trivium et le quadrivium, c'est-à-dire aussi bien les sciences dites exactes que les sciences dites humaines. Donc, le découpage disciplinaire, c'est quelque chose d'historiquement marqué, qui n'est pas évident, qui n'est pas naturel. Je crois qu'il faut dénaturaliser cette notion et être conscient que les disciplines sont des réseaux d'échanges de personnes, de notions et de flux de matière. Elles s'inscrivent dans des réticulations toujours plus vastes, ou des réseaux, si vous voulez, plus vastes, qui supposent des modes d'articulation toujours plus instables. Et la cartographie des savoirs n'est pas pérenne. Tout ça peut évoluer. Il peut y avoir des nouvelles disciplines. Chaque discipline, par ailleurs, possède un langage propre, des méthodes, des programmes, une organisation, mais aussi une base sociale et institutionnelle, des moyens d'assurer une continuité et de préserver ou d'étendre une influence, et enfin une capacité à se donner une image et une légitimité en écrivant sa propre histoire.
Autrement dit, une discipline, ce n'est pas seulement une construction de savoir, c'est aussi une construction institutionnelle qui répond à certains intérêts. Plus précisément, Endrizi cite Kleinpeter, qui est un grand épistémologue, qui précise que les disciplines se définissent par une triple unité, une unité d'abord épistémologique, c'est-à-dire des lois, des principes, des ontologies, des visions du monde qui leur sont propres, ou en tout cas qu'elles présentent comme leur étant propres, même si c'est peut-être des constructions. Une unité cognitive, bien entendu, c'est-à-dire une série de savoirs, de méthodologies, de pratiques, de critères d'évaluation. On n'évalue pas de la même façon en éducation physique, en mathématiques et en français, par exemple. Et puis une unité sociologique, c'est ce que disait la diapo que nous venons de voir, une unité institutionnelle aussi, c'est-à-dire qu'une discipline, c'est aussi une dynamique du système, de publication, de groupes au sein desquels les chercheurs se connaissent, se reconnaissent, se cooptent, et c'est aussi une certaine ouverture sur la société civile en fonction de ce prisme disciplinaire. Et Endrizi, citant Kleinpeter, signale que cette unité sociologique, elle est quand même drôlement nécessaire. C'est elle qui permet aux universités, notamment, et aux institutions d'enseignement supérieur, de fonctionner, de créer des réseaux internationaux. S'il n'y avait que de l'interdisciplinaire, on n'irait pas très loin, dit-elle. On a besoin de cette base de l'ancrage disciplinaire pour pouvoir créer ces réseaux, ces réticulations, comme elle le dit aussi. Et cette unité triple assure aux disciplines une certaine permanence dans le temps et renforce leur caractère séparé. Alors, il y a des notions associées. On en a parlé de certaines d'entre elles, mais on ne les a pas longuement évoquées. Il y a des notions qui sont associées à la notion de discipline, qui sont absolument constitutives de cette notion, certaines qui sont déjà anciennes et bien connues, d'autres qui sont un peu plus récentes. Je trouve que c'est peut-être intéressant que vous les utilisiez dans vos équipes pédagogiques, parce que c'est vraiment des notions fécondes pour parler de nos pratiques quand on doit s'échanger les uns les autres. La notion de matrice disciplinaire, c'est quoi une matrice disciplinaire? C'est le principe d'intelligibilité ou de cadre de référence d'une discipline qui permet la mise en cohérence de son contenu par rapport à d'autres. Ça, c'est vraiment la matrice, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est le noyau de la discipline. On a parlé ce matin avec Denis Berthiaume de la transposition didactique, notion qui a déjà plus de 30 ans d'âge et qui nous vient de Yves Chevalard. C'est quoi la transposition didactique? C'est tous les processus de transformation, d'adaptation des savoirs disciplinaires savants, donc construits dans les institutions scientifiques de constitution du savoir, en savoir à enseigner, à apprendre, qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur universitaire ou de l'enseignement obligatoire, primaire, secondaire. Donc la transposition est un travail constant, c'est ce que nous n'arrêtons pas, nous enseignants, de faire, nous n'arrêtons pas de transposer. Nous ne sommes jamais dans la science pure quand nous enseignons, nous sommes toujours en train de traduire et de voir ce qui nous paraît pertinent en fonction du public et des objectifs qu'on s'est donnés. Alors voilà deux notions que vous connaissez peut-être un peu moins, qui ont été construites par Yves Reter, professeur à Lille 3, et par son équipe. C'est les notions de conscience et de vécu disciplinaire que cette équipe a surtout appliquées à l'analyse de l'enseignement obligatoire, particulièrement dans l'enseignement primaire, où à la fin du primaire commence à se constituer une vision des disciplines les unes par rapport aux autres, même si c'est le même instituteur qui les enseigne. Déjà à ce moment-là, l'élève perçoit déjà des différences fortes entre les disciplines. Et nous dit Yves, la conscience disciplinaire, c'est précisément la façon dont ces étudiants ou ces élèves identifient et reconstruisent ces différentes disciplines académiques ou scolaires, c'est-à-dire comprennent ou non ce qui est attendu dans la discipline. En maths, voilà comment je dois me comporter par rapport à l'éducation physique, par rapport au français, par rapport aux sciences. Ils comprennent ce qui est attendu, légitime, interdit, sollicité, tant sur le plan des contenus que des visées, des situations. Et cette conscience disciplinaire va de pair avec un vécu disciplinaire, objet d'un autre livre tout récent de Reter, paru l'an passé. Et le vécu disciplinaire, c'est l'étude des facteurs qui sont liés au vécu des différentes disciplines et qui influent sur les difficultés scolaires académiques. Alors voilà pourquoi, justement, ces notions sont particulièrement intéressantes. L'équipe de Reter a pu montrer que ce sont des notions de conscience disciplinaire ou de vécu disciplinaire difficile, des difficultés liées à la perception qu'on a de la discipline. Vous savez, le fameux fantasme de la peur des maths, par exemple, ou bien le fameux fantasme « je suis nul en langue », ou bien en français « je n'y arriverai jamais ». Enfin, on entend ce genre de choses. Ce sont des problèmes de conscience, ce ne sont pas des problèmes objectifs, ce sont des problèmes de perception, de vécu, qui sont parfois liés à des expériences. Il arrive qu'on ait la malchance dans son parcours scolaire de passer par une série d'enseignants d'une discipline qui nous donne une image soit très positive, soit très négative de la discipline. Mais ces éléments de conscience et de vécu disciplinaire sont essentiels. Ce sont des notions qu'il s'agit d'étudier beaucoup plus pour voir leur impact sur la réussite ou l'échec scolaire académique, plutôt que de croire que c'est uniquement des questions de méthode. Alors voilà cette notion de discipline. Alors évidemment, il y a la notion de savoir disciplinaire qui est très fortement associée à l'idée de matrice disciplinaire. Il y a eu de nombreux travaux, des colloques là-dessus, notamment
dans le cadre de la RCD, qui est l'Association pour la recherche comparée en didactique des disciplines, que Sylviane connaît bien. Et notamment, vous avez eu le livre dont vous voyez la couverture, qui est un collectif, qui est les actes d'un récent colloque sur la matière. C'est quoi le savoir disciplinaire? C'est l'ensemble des connaissances développées en fonction de la discipline académique d'appartenance. C'est aussi le filtre disciplinaire, donc ce savoir disciplinaire, qui peut nuire ou aider à développer, lui aussi, comme le vécu et comme la conscience, qui peut aider ou nuire pour développer un bagage de compétences plus pédagogiques et donc pour aider ou nuire à la réussite scolaire de l'élève. À nouveau, c'est le savoir, ce n'est pas seulement le vécu et l'expérience, mais la conscience, c'est aussi le savoir lui-même qui peut faire obstacle dans un certain nombre de cas. Alors, on a évoqué rapidement, Denis Berthiaume a évoqué rapidement les travaux de Schulman, qui ont été traduits en français très très tardivement, en 2007, la notion de pedagogical content knowledge, mais plus fondamentalement, Schulman distinguait 3 ensembles de savoirs disciplinaires. Je ne vais pas être très long là-dessus, mais enfin, c'est intéressant quand même de bien montrer que quand on parle de savoir disciplinaire, il n'y a pas que les savoirs classiques de la discipline. Alors, je vais prendre l'exemple de la matière que je connais le mieux. Je suis prof de littérature et de linguistique, je suis romaniste, donc je vais chaque fois essayer de vous illustrer les 3 notions de Schulman. La première, c'est la connaissance disciplinaire du contenu, nous dit Schulman. Donc, je traduis en français, je vais éviter de vous infliger mon anglais de cuisine. Et donc, c'est notamment, si on parle de littérature, ce sont ses courants, ses genres, ses auteurs, ses œuvres, ses courants, ses thèmes, ses approches, etc. Deuxième niveau de savoir disciplinaire, c'est la connaissance pédagogique du contenu. C'est la notion qui a vraiment été forgée par Schulman. C'est par exemple les connaissances sur l'évaluation des savoirs littéraires. Comment je fais pour évaluer la connaissance correcte que l'élève a de l'histoire littéraire, des genres littéraires, des auteurs, etc. Les difficultés en lecture aussi, des étudiants, des élèves, des difficultés en écriture. La littérature, ce n'est pas que de la lecture, c'est aussi de la rédaction. Et puis le 3e niveau, c'est la connaissance du curriculum, qu'il ne faudrait pas non plus négliger, surtout dans le contexte de l'enseignement supérieur. C'est les connaissances sur les programmes, les prescriptions. Toute l'approche programme, c'est la connaissance du programme dans lequel on joue. Et la perception de ce que font mes collègues, de ce que font nos collègues avant, après, pendant que je leur enseigne autre chose. Et peut-être que cette connaissance du curriculum, qui est une connaissance du collectif aussi, est particulièrement déterminante. Et dans le cas de la littérature, c'est connaître les programmes relatifs à l'enseignement de la littérature dans le ou les contextes où l'on va enseigner. Alors, limite de ces notions, et c'est Sylviane elle-même qui le signalait ce matin en conclusion d'une première réflexion, elle disait souvent, je crois, ou bien c'est Denis Berthiaume plutôt, ces notions s'arrêtent souvent à l'enseignement obligatoire. Peu de recherches sur les savoirs disciplinaires et sur la transposition didactique à l'université sont menées, ainsi que dans l'enseignement supérieur. En d'autres termes, ce sont des notions vraiment importantes, mais qui ne sont pas encore suffisamment travaillées dans nos contextes, ceux qui nous concernent ici, puisque nous sommes tous engagés dans l'enseignement supérieur. Alors, d'où? Alors, je ne vais pas dire le sésame, mais enfin, c'est quand même une réponse, le modèle que je tiens à appeler le modèle de Berthiaume-Ebachi, parce que tout le monde ne le sait pas, mais c'est un modèle à 3 éléments, et Sylviane, dans le cadre de sa thèse qu'il a soutenue il y a 4 ans, c'est elle qui a complété en fait le schéma de Denis Berthiaume et qui a créé cette notion de savoir technopédagogique disciplinaire. Donc je ne vais pas vous le rappeler, il vous a été présenté ce matin, et c'est vraiment une conception assez riche, assez fine, assez contemporaine aussi, de la relation au savoir, et qui convient particulièrement à l'enseignement supérieur, où on voit bien que le recours au numérique, le recours aux nouvelles technologies, enfin, ils ne sont plus si nouvelles que ça d'ailleurs, aux technologies tout court, est absolument incontournable. Enfin, on voit bien qu'il faut vraiment en tenir compte de plus en plus dans un contexte d'accélération permanente des savoirs, d'accessibilité permanente des savoirs. Et donc les connaissances technologiques sont constitutives et elles ne sont pas amalgamées complètement, elles forment un domaine de compétences à part, constitutif de ce savoir de l'enseignant qui inclut des connaissances pédagogiques, une culture disciplinaire, mais aussi une épistémologie personnelle. Alors faisons un pas de plus, et c'était ce qui a été fait avec la fameuse approche programme qui nous a ensuite été présentée par M. Sylvestre. Il ne s'agit pas seulement de prendre conscience des spécificités de nos rapports au savoir, tout ce que je viens de vous présenter permettait de faire, mais comment passer à un travail plus intégré, plus cohérent, en équipe pédagogique, et peut-être que là, l'approche programme a tout son intérêt. Je ne vais pas être très très long, une diapo seulement pour rappeler cela. Je rappelle les axes qui sont à travailler dans le cadre d'une réflexion sur les objectifs d'apprentissage de nos enseignements. Il y a des contenus, il y a des stratégies d'enseignement, mais aussi d'évaluation. Et c'est une approche
quand on met les enseignants ensemble autour de ces questions-là, en leur demandant quel est votre rapport, votre place par rapport à un programme d'enseignement supérieur, dans votre cours à vous, votre séminaire à vous, votre TP à vous, par rapport à ces contenus, ces stratégies d'évaluation et d'enseignement qu'on a définies en commun, c'est évidemment très précieux parce que ça permet à l'équipe de réfléchir à la cohérence de son projet de formation et ça lui permet aussi de traduire en termes d'objectifs opératoires dans des enseignements ce qui aura été défini comme étant les objectifs communs. Et vous savez que c'est toute cette logique-là qui prévaut dans les fameux learning outcomes ou les acquis d'apprentissage qui sont maintenant institués par l'Union européenne dans toutes les universités, dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Ça fait maintenant 6 ou 7 ans que nous sommes tous passés au crible des AA ou des LO, selon que vous préférez les nommer en anglais ou en français. Alors faisons un pas de plus. Et donc tout ce qui vient d'être dit est absolument capital, on est bien d'accord, mais on peut même aller un peu plus loin et se dire, il n'y a pas que le programme qu'il faut construire ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment même essayer de construire ensemble une conception intégrée du savoir? Il y a eu des exemples de posters qui ont montré que c'était possible, ça m'a réjoui de les voir. Et c'est là qu'on entre dans ces fameuses notions de multi, pluri, trans ou interdisciplinarité, mais qui sont souvent confondues. Donc peut-être un petit moment de clarification notionnelle n'est pas inutile. Qu'appelle-t-on la multidisciplinarité? Habituellement, c'est la juxtaposition de plusieurs disciplines qui n'ont pas vraiment nécessairement d'objet commun ni de recherche de lien. Le fait que dans un programme, il y a plusieurs disciplines, un programme d'enseignement supérieur, c'est d'office multidisciplinaire. Ça ne suppose pas une véritable construction ni un véritable travail d'équipe. On peut dire que nous faisons tous de la multidisciplinarité sans le savoir, dès l'instant où nous sommes dans des départements ou dans des hautes écoles où on travaille avec plusieurs disciplines. Alors c'est le schéma numéro 1, celui que vous voyez à gauche, un empilement de savoir, et les étudiants sont priés eux-mêmes d'empiler ou d'articuler autant que possible ce qu'ils entendent dans les différents cours, puisqu'il n'y a pas de construction commune. Pluri, ça va déjà un peu plus loin. C'est quand il y a approche d'un même objet par plusieurs disciplines différentes. Donc c'est le schéma numéro 2, le même objet qui est désigné par un cercle là, et vous avez 4 regards qui correspondent à 4 disciplines différentes. Ça veut dire qu'on est déjà dans le souci d'un objet et d'une question commune et qu'on essaye d'éclairer par nos complémentarités. Interdisciplinaire, c'est encore autre chose. C'est le schéma numéro 3, c'est quand on est bien toujours dans un même objet, avec plusieurs disciplines, ça oui, c'est comme dans le pluri, mais en plus, il y a le souci d'articuler ces disciplines, de ne pas simplement faire en sorte que chacune à tour de rôle elles viennent donner leur regard sur l'objet, mais prenons l'exemple d'expliquer les problèmes de l'eau aujourd'hui, les problèmes qui sont liés aux ressources liées à l'eau. Ce n'est pas simplement écouter le point de vue d'un spécialiste de la physique, puis d'un spécialiste de la littérature qui viendra nous montrer que l'eau c'est un symbole magnifique, et puis un troisième qui viendra nous parler de philosophie pour nous montrer, ou bien de sociologie plutôt pour nous parler du problème des ressources liées à l'eau dans un monde de plus en plus clivé nord-sud. Eh bien, ce n'est pas simplement juxtaposer, c'est aussi construire ensemble, c'est-à-dire essayer que chacune des disciplines intègre des éléments des autres disciplines et dialogue avec les autres disciplines, qui est vraiment un discours qui n'est plus de l'ordre de la simple juxtaposition. Transdisciplinaire, c'est encore autre chose, c'est le 4e schéma, c'est lorsque différentes disciplines cherchent leur point commun. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'un objet commun ici, mais on part plutôt de la diversité de nos regards et on se demande, tiens, qu'est-ce qu'on a en commun? On se rend compte qu'on évalue peut-être plus ou moins de la même façon. On se rend compte qu'on a peut-être les mêmes démarches pédagogiques. On se rend compte que, pour ce qui est, je ne sais pas moi, du résumé, résumer un savoir dans le cadre d'un examen ou d'une production écrite, on a plus ou moins les mêmes demandes. Voilà, ça c'est de la transdisciplinarité, de la transversalité. Notion qui a été fort à la mode dans les années 80-90, faut-il le rappeler, mais qui a été fortement décriée aussi. Je rappelle ici le livre de Bernard Rey, qui mettait fortement en doute la pertinence d'un enseignement fondé uniquement sur la transdisciplinarité. Les connaissances transversales, disait-il, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas elles qui vont construire des connaissances solides et durables. Alors, une autre façon de résumer la place de l'interdisciplinarité que j'ai envie d'un peu présenter, ou pour laquelle j'ai envie d'un peu plaider ici, c'est de la situer par rapport à 2 autres approches de la complexité. Je reprends ce schéma à Alain Minguin et à Barbara Dufour qui ont publié un livre là-dessus et qui ont fait un article de synthèse récemment.
On pourrait dire qu'il y a d'abord l'approche globale. L'approche globale, c'est la prise en compte du caractère multidimensionnel d'une situation particulière. C'est réfléchir à toutes les dimensions d'un objet sans nécessairement se demander si on a besoin de disciplines différentes. Ce qu'on appelle l'approche systémique, c'est la réflexion sur toutes les interactions qu'il y a entre les éléments d'une situation particulière, tous les aspects liés au fonctionnement de l'eau. Voilà. Et là, on est déjà obligé de s'interroger sur des disciplines différentes. Alors que l'interdisciplinarité va vraiment convoquer des savoirs disciplinaires de façon explicite, concertée, dans la visée aussi d'une production qui serait originale et propre à ce travail de réflexion interdisciplinaire. Donc vous voyez un peu la manière de clarifier peut-être cette notion d'interdisciplinarité. Voilà, petit moment de clarification conceptuelle qui vaut ce qui vaut, mais peut-être cela vous aidera-t-il déjà, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller dans ce sens dans vos équipes pédagogiques respectives. Alors maintenant, donc, la question que je me pose avec vous, c'est que veut-on faire? Précisons les enjeux et les objectifs. Je voudrais revenir à cet article que j'évoquais tout à l'heure de Laure Endrizi dans le dernier bulletin de V de l'IFE. Elle incite beaucoup sur la priorité à l'ancrage disciplinaire. Donc je crois que c'est vraiment important d'insister là-dessus. Pourquoi? Et elle cite un certain nombre d'auteurs, j'en cite d'autres à l'appui aussi. Parce que l'interdisciplinaire, dit-elle, n'a de sens que s'il s'appuie sur un disciplinaire solide. Et que par ailleurs, les élèves ont besoin pour apprendre de s'approprier différents points de vue disciplinaires. C'est dans la mesure où ils ont plusieurs points de vue qui leur sont vraiment devenus propres, qu'ils ont appris des choses en histoire, en sciences, en maths, en philo, que peut-être ils pourront commencer à croiser et à mettre du lien, à mettre du liant entre ces différents savoirs et à produire une connaissance interdisciplinaire. Mais on ne peut pas faire de l'inter s'il n'y a rien à la base. On ne peut pas ouvrir une fenêtre s'il n'y a pas de fenêtre. Donc voilà. On n'imagine pas aussi, et là c'est vraiment Endrizi qui le dit avec une argumentation assez convaincante, on n'imagine pas de réformer l'école et les institutions d'enseignement supérieur sans s'appuyer sur les disciplines. Yves Lenoir de Sherbrooke disait d'ailleurs que l'interdisciplinarité est un moyen et non une fin, donc c'est un moyen tout à fait essentiel, hein, je ne suis pas en train de le discréditer, mais il ne faudrait pas confondre la fin et les moyens. Et d'autre part, les disciplines restent nécessaires, dit à nouveau Laure Endrizi, puisqu'elles se fondent sur une différenciation des domaines du savoir qui organise l'espace institutionnel et elles s'adaptent aux fluctuations des milieux académiques. Ce qui est intéressant dans l'article de Endrizi, si vous le lisez, il est en ligne hein, gratuitement, si vous tapez son nom, vous tomberez tout de suite dessus, c'est qu'elle dit au fond, il y a une plasticité des disciplines qui est beaucoup plus grande que ce que disent les antidisciplinaires. Les disciplines s'adaptent en permanence, elles ont une ouverture qui leur est interne et constitutive, qu'il ne faudrait pas ignorer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas valoriser l'interdisciplinarité, pas du tout, mais ça veut dire qu'il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors voilà, l'interdisciplinarité, cela dit, elle est en train d'arriver de façon galopante. Je ne vous apprends rien, c'est une évolution institutionnelle, les disciplines sont aujourd'hui de plus en plus délégitimées par les décideurs notamment, hein. On voit de plus en plus la notion d'interdisciplinarité devenue un critère de pertinence, voire de sélection d'un certain nombre de projets dans le domaine universitaire. La différenciation au sein des disciplines alimente par ailleurs des batailles toujours renouvelées, je cite ici Endrizi, entre les factions, donc entre les sous-disciplines ou entre on va dire les clans internes à la discipline, qui se doublent d'une opposition récurrente, souvent entre les nouvelles et les anciennes générations. C'est une des raisons pour lesquelles il faut peut-être ne pas être enfermé dans les disciplines, c'est qu'il faut parfois prendre du recul pour se rendre compte que des petites querelles qu'on a parfois entre deux écoles de mathématiciens ou deux écoles en soins infirmiers ou deux écoles en éducation physique sont très relatives si on prend le soin de les regarder du point de vue de l'interdisciplinarité. Et c'est vrai aussi que l'heure est à l'offre de formation rationalisée et au savoir utile, c'est-à-dire à des savoirs qui doivent être un peu épurés, un peu simplifiés. En tout cas, c'est la pression très forte de la notion de rentabilité pédagogique qui nous est fortement imposée, ou en tout cas proclamée. Et c'est vrai que cette pression-là a comme effet de promouvoir davantage l'interdisciplinarité. Alors, s'il n'y avait que ces raisons-là, je vous le dis tout de suite, moi, je ne m'intéresserais pas à l'interdisciplinarité. Si c'est uniquement pour faire plaisir à la société néolibérale galopante, ça ne m'intéresse pas. En revanche, je crois qu'il y a chez Edgar Morin, hein, c'est un nom qu'on n'avait pas encore cité aujourd'hui, mais je crois qu'il fallait quand même que son nom apparaisse, il y a chez Edgar Morin des raisons, je crois, un peu plus intéressantes et qui méritent vraiment qu'on s'y arrête pour se mobiliser derrière l'interdisciplinarité comme idéal qui résiste au fond, qui nous invite à résister à l'émiettement des savoirs. Alors je vous cite ce qui est
considéré par beaucoup comme une bible de la réflexion interdisciplinaire, les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Morin disait ceci: la suprématie d'une connaissance fragmentée selon les disciplines rend souvent incapable d'opérer le lien entre les parties et les totalités. Et elle doit faire place à un mode de connaissance capable de saisir ces objets dans leur contexte, leurs complexes, leurs ensembles. L'être humain, continue Morin, est à la fois physique, biologique, psychique, culturel, social, historique. C'est cette unité de la nature humaine qui est complètement désintégrée dans l'enseignement à travers les disciplines. Et il pense aussi bien à l'enseignement supérieur qu'à l'enseignement obligatoire. Et il est devenu impossible d'apprendre ce que signifie être humain. Il faut la restaurer, cette unité, de façon à ce que chacun, où qu'il soit, prenne connaissance et conscience à la fois de son identité complexe et de son identité commune avec tous les êtres humains, tous les autres humains. Donc on voit que l'enjeu, c'est ni plus ni moins que la question de l'humanité, quoi. La question de la complexité de l'humain, terme cher à Morin, de la diversité de l'humain, de sa multidimensionnalité. Et c'est assez clair que si nous sommes multidimensionnels, nous sommes interdisciplinaires par nature. Nous sommes en tout cas soumis, nous sommes compréhensibles ou appréhendables que par le biais d'un regard interdisciplinaire, ce qui est déjà en soi une raison, je crois, déjà noble de s'y intéresser. Qui plus est, nous sommes à l'heure du pacte d'excellence, je crois que je ne vous apprends rien, même si tout le monde n'est pas formateur d'enseignants dans la salle. Et voilà ce que disait déjà voici 2 ans dans son premier avis, et ça a été confirmé par la suite, le groupe central du pacte d'excellence. L'initiation à la pensée critique et complexe est essentielle pour pouvoir appréhender les problèmes globaux et de plus en plus interconnectés de notre époque. Il s'agit de favoriser tout au long du curriculum, mais en tenant compte de l'âge des élèves, une approche reliante des objets d'étude par une approche interdisciplinaire intégrée dans les référentiels de compétences et d'entraîner les élèves au sein de toutes les disciplines, aux outils et aux démarches de la pensée complexe et critique, démarches scientifiques, questionnements philosophiques, dialectiques, prise de distance par rapport aux préjugés et aux amalgames. Vaste programme. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la philosophie et la citoyenneté, une partie de ces objectifs figure déjà dans les nouveaux référentiels de PC, d'éducation à la philosophie et la citoyenneté. Mais il est clair que ce n'est pas uniquement le PC qui a comme mission dans l'enseignement obligatoire de prendre en charge cet objectif. Vous voyez la résonance avec les propos de Morin et avec des objectifs qui sont heureusement, je crois, non seulement défendables, mais qui sont de nature à mobiliser toute équipe enseignante. En tout cas, je souhaiterais que le message soit relayé. Et puis voilà, c'est clair que la notion d'interdisciplinarité, elle prolifère aussi sur le plan éditorial depuis déjà une vingtaine d'années au moins. Le livre de Morin date de 2000, le livre de Minguin et Dufour, Approche didactique de l'interdisciplinarité, sa première édition datait de 1994 ou 1997, je ne sais plus. Voilà, et puis il y en a d'autres que je ne vais pas détailler trop. Celui que vous voyez à droite, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Alors comment faire ? La question du comment faire, c'est la question pratique maintenant, après ces moments un peu plus épistémologiques où on a essayé de définir des notions et des objectifs. Moi, je voudrais distinguer 4 types d'actions. Il y en a bien d'autres probablement que ceux-là, mais je vais me limiter à ceux-là, et je vais en tout cas les présenter. Le premier consiste à construire une équipe interdisciplinaire de recherche et de formation dans l'enseignement supérieur et universitaire. Je m'aperçois qu'il y en avait un avant, en fait. C'est pas grave. Ce qui est annoncé là ne correspond peut-être pas tout à fait à ce qui suit, parce que j'ai encore modifié ma diapo tout à l'heure. Donc, en fait, le premier point, c'était plutôt la réflexion commune sur des programmes. Je crois que c'est ça. Ça n'apparaît pas sur la diapo, mais peu importe. Le deuxième, c'est ce qui est indiqué là. C'est construire une équipe de recherche et de formation. Je trouve que c'est important qu'on se donne cet objectif-là, là où c'est possible, évidemment, mais je crois que dans les hautes écoles, il y a plus de possibilités, parfois qu'on ne le croit, de créer des lieux vraiment d'interdisciplinarité structurelle entre les enseignants qui le veulent bien. Il y a aussi la question, un autre type d'action qui consiste à former les enseignants. Alors, ça ne concerne pas tout le monde parmi nous, puisque nous ne sommes pas tous formateurs d'enseignants, mais je voudrais quand même un peu vous parler de ça, parce que ça me paraît un enjeu tout à fait essentiel. Et vous donner un exemple d'une pratique dans laquelle je suis moi-même engagé depuis 15 ans. Il y a évidemment lieu de construire des savoirs et des projets interdisciplinaires eux-mêmes au sein de l'équipe enseignante et peut-être de partager aussi des outils pour s'informer mutuellement. Alors, je vais donc décliner ces différents éléments, mais avant ça, je vais peut-être rappeler quels sont les nerfs de la guerre. Ce n'est pas l'argent, le nerf de la guerre. Je crois qu'on l'a dit, c'est le soutien de l'institution. Pour pouvoir travailler ensemble, on a besoin que les directeurs, les présidents directeurs, les recteurs, les présidents de département quand on est à l'université,
soutiennent en permettant qu'il y ait des heures, parfois de la reconnaissance dans le cadre horaire, un temps de travail commun, c'est absolument essentiel. Il faut aussi qu'il y ait de la part des personnes qui travaillent, qui vont mener ce projet, qu'il n'y ait pas une imposition d'aucune sorte. Il faut que ce soit leur projet, leur désir, leur envie. On ne va pas créer une équipe avec des gens qui n'ont pas envie de travailler en équipe et qui sont convaincus que tout seuls dans leur classe ou dans leur salle de cours, ils font très bien les choses tout seuls. On peut essayer de les convaincre, on peut essayer de leur en parler, mais on ne va pas les forcer. Donc le désir de faire équipe, ou la motivation, si vous voulez, c'est évidemment une des conditions de base. Travaillons avec les volontaires, et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et c'est parfois des petits pôles, des petites équipes de volontaires qui parviennent à créer des dynamiques nouvelles dans les écoles. Il y a la question de la disponibilité, elle est liée au premier point. La disponibilité, elle ne s'auto-génère pas, elle est souvent conditionnée par les conditions de travail que l'institution voudra bien donner, en laissant ne fût-ce que des heures de travail, des plages de cours qui sont libres pour pouvoir travailler ensemble. Et puis, vous allez me dire, c'est presque de l'évidence, mais le climat de convivialité, du début à la fin, c'est la base pour que l'équipe non seulement se lance, mais aussi qu'elle existe, et puis surtout qu'elle continue. C'est très clair que ce qui fait parfois le gros problème dans les équipes, ça a été dit d'ailleurs dans quelques-uns des sondages WooClub de ce matin, c'est parfois les problèmes de tension, d'individualisme, de peur, de jalousie, de méfiance. Bon, ces mots n'ont pas pris trop d'importance dans les interventions, mais ils sont quand même apparus plusieurs fois sur l'écran. Et c'est sûr que ce sont des freins dont il faut avoir conscience pour constamment développer des attitudes, on va dire, de training group ou de construction d'esprit d'équipe qui vont permettre d'éviter, de dépasser ces freins-là. Alors voilà, on a eu donc une série de propositions qui nous ont été faites par Geneviève Halleux concernant les modes de concertation autour d'un programme d'enseignement commun. Je dirais que c'est le premier niveau d'action qui me paraît vraiment, évidemment, tout à fait pertinent, nécessaire. C'est le plus accessible, mais il demande déjà du temps et de l'énergie, puisque je n'ai repris ici qu'une partie des activités que Geneviève Halleux a présentées. Elle a parlé des réunions de concertation, des journées pédagogiques, des ateliers pédagogiques, avec recours à des podcasts ou à des MOOCs qui permettent d'avoir une information commune sur laquelle on va pouvoir échanger par après. La journée au vert, j'y crois très très fort personnellement. Je trouve que les moments les plus intéressants de ma vie professionnelle, tant en équipe pédagogique dans mon département de Romane que dans mon équipe de recherche en formation d'enseignants, c'était des journées où on prenait le temps d'aller ailleurs. Et il se passe du coup plein de choses autour des tasses de café parce qu'on est entre guillemets captifs. On a l'occasion de faire des promenades ensemble, de boire, de rire ensemble, de boire une bonne bière ensemble. Ce sont des choses, vous allez me dire, ça paraît un peu secondaire. Eh bien non, ce ne l'est pas. Je pense que prendre le temps de se voir en dehors du cadre habituel du travail, vous serez peut-être quelques-uns à pouvoir le confirmer. Je n'ai malheureusement pas l'expérience WooClub pour vérifier combien d'entre vous ont déjà vécu ça, mais en tout cas, ça me paraît des éléments importants. En d'autres termes, ce sont des activités qui ont comme vertu de diversifier les occasions de se connaître, de s'accorder, de s'articuler, de créer ensemble, de rêver ensemble. Je crois qu'on a entendu ce mot-là aussi ce matin. Et donc ça me paraît vraiment le premier niveau d'activité qui diverses déjà, très très variées, très riches. Si on parvient déjà à faire tout ce qui est évoqué là dans chacune des écoles, c'est déjà, je crois, le signe d'un dynamisme formidable. Mais donc c'est tout ce qui concerne la concertation autour d'un programme d'enseignement commun. On ne va pas forcément donner le même cours ensemble, donc on n'est pas encore vraiment dans le travail d'équipe pédagogique au sens strict du terme, où on n'est pas vraiment en train de construire une unité d'enseignement commune, mais on essaie d'être complémentaires, de s'entendre, de se comprendre, de s'articuler autour d'objectifs, de méthodes d'enseignement, de méthodes d'évaluation, de définition des acquis d'apprentissage qui soient communes. Et voici une série d'exemples que j'ai pu regarder rapidement tout à l'heure dans les posters qui ont été présentés. Je ne vais pas les lire, hein, vous les avez vous-même regardez, vous en êtes vous-même co-auteur dans certains cas, ici dans l'auditoire. En tout cas, ceci montre que ça existe et que c'est possible, et qu'il y en avait déjà un certain nombre au sein même du pôle bruxellois. Alors, la deuxième expérience que j'ai envie d'évoquer, celle-là n'a pas été évoquée ce matin, donc là, je vais plus vous parler un peu de choses que moi je fais, et en toute modestie, je n'ai pas du tout la prétention d'être une référence, mais ce sont des choses qui ont vraiment pris beaucoup d'importance dans mon expérience de travail et que j'ai envie pour lesquels j'ai envie de plaider, enfin j'ai envie de vous donner envie de faire la même chose si c'est possible, hein, à vous de voir si ce type d'expérience est reproductible ailleurs. Mais donc c'est l'idée de construire une équipe interdisciplinaire de recherche et de formation. J'insiste sur recherche et formation. Je pense que, où que nous soyons, dans les hautes écoles comme dans les universités,
nous avons cette double mission. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les moyens tous de faire beaucoup de recherches, mais si nous travaillons ensemble, profitons de l'occasion pour que ce ne soit pas seulement pour penser à des contenus d'apprentissage ou des méthodes d'apprentissage, mais aussi, pourquoi pas, à faire des expérimentations pédagogiques ou d'expérimentations sur certains objets scientifiques qui nous intéressent avec nos étudiants dans le cadre de mémoires ou de TFE qu'on va diriger ensemble ou de travaux de fin d'études ou de TP qu'on va diriger. Et donc, voilà, j'ai envie de plaider pour que recherche et formation soient profondément liées, pas seulement à l'université où ça paraît évident, mais aussi dans les hautes écoles, même si on sait bien que les moyens ne sont pas toujours aussi importants. Et voilà une histoire que je vous raconte très brièvement, c'est que moi j'étais, comme la plupart de mes collègues formateurs d'enseignants, il y a une dizaine d'années, j'étais un formateur d'enseignants un peu solitaire. Je formais les enseignants de français, je faisais de mon mieux, j'avais 1 ou 2 assistants, un collègue qui s'occupait de français langue étrangère, moi je m'occupais plutôt de français langue première, on disait maternelle à l'époque, on ne dit plus ça maintenant, parce que c'est plus la langue maternelle de tellement d'élèves, mais toujours est-il que j'étais seul, et j'avais des collègues qui faisaient un boulot similaire en sciences de leur côté, j'avais une collègue biologiste, un collègue physicien, un collègue mathématicienne, un collègue en éducation physique. Et puis, on a profité d'une réforme de l'université qui est la mienne, qui est l'université de Louvain, pour dire, tiens, si on essayait de créer un centre. Et puis on s'est rencontrés à quelques-uns. C'est parti de l'envie de 4-5 personnes au départ. On dit, et si on invitait un tel, et puis un tel, et puis un tel, et qu'on définissait un projet qui serait celui d'une équipe interdisciplinaire de travail sur les pratiques enseignantes. C'était ce qui nous occupait. On était tous en train de former des enseignants et de travailler sur leurs pratiques. Et sur les disciplines scolaires, puisque c'était notre spécialité, chacun était spécialiste d'une discipline, mais croisons nos regards, croisons nos approches et voyons si on ne peut pas mettre en commun nos méthodologies et créer des projets communs, des journées d'études communes. Voilà, et donc au départ c'était une quinzaine de personnes tout à fait séparées, puis à l'arrivée, donc ça fait maintenant 8 ans que ça existe, un centre de recherche d'une vingtaine de membres avec des projets communs, des réalisations assez nombreuses, des publications assez nombreuses, un seul budget aussi, ce qui facilite beaucoup les choses, hein. Quand les projets sont éclatés, ils sont forcément moins importants et plus difficiles à pouvoir mobiliser. Quand on a une équipe plus grosse, on a plus facilement accès à certains moyens financiers qui sont quand même des moyens d'action aussi. Les enjeux, c'est bien donc de passer d'expériences mono, puis pluri et multidisciplinaires, donc d'abord mono, puis on a juxtaposé, puis c'est d'aller plus loin ensuite, et de passer de cela à une construction véritable interdisciplinaire entre les membres de l'équipe. C'est de coupler aussi l'interdisciplinarité en recherche et en formation, j'y insiste. C'est un travail où il y a constamment des recherches qui sont menées, qui font l'objet de formations continues ou de modules de formation initiale, qui sont tout ce qui est travaillé en recherche n'est pas l'objet de formation, mais un certain nombre d'éléments qui sont travaillés en recherche alimentent les formations qui sont données. Lorsque nous faisons des journées d'études, ce sont toujours des journées à la fois d'études et de formation. Nous invitons à la fois des collègues chercheurs, d'ailleurs de toutes les universités, hein, et le pôle Bruxelles y a été invité souvent, les membres du pôle Bruxelles, pour la formation des enseignants. Et donc, c'est à la fois des journées d'études, mais aussi des journées de formation continue des enseignants de l'enseignement obligatoire. Et l'objectif, c'est bien de travailler du coup l'interdisciplinarité, mais à 2 niveaux, à la fois au sein de l'équipe de chercheurs et de formateurs, mais aussi dans la formation initiale et continuée des enseignants, puisque nous travaillons sur les 2 niveaux. Alors très concrètement, quels sont les axes de travail quand on crée une équipe comme ça, et je vous assure que ça peut paraître très ambitieux, et en même temps, je crois que quand on a envie de le faire, c'est possible. Enfin, je suis là pour vous dire que c'est possible. Il y a évidemment d'abord lieu de créer une structure commune, hein, ça commence par rencontrer les gens, dire est-ce que vous êtes d'accord, est-ce qu'on lance un projet, est-ce qu'on demande une reconnaissance institutionnelle de ce groupe, qui est d'abord un groupe informel, puis qui devient peut-être un centre à un moment donné. Ça veut dire que si on crée une structure, il faudra à un moment donné préciser des règles et des responsabilités pour que ce ne soit pas... Le risque, c'est que ce soit 1 ou 2 individus qui fassent tout. C'est toujours un peu le danger. Et là, il s'agit vraiment d'être au moins, je pense, 4 ou 5 pour que ça ait des chances de marcher. Il faut évidemment des réunions de travail régulières pour s'informer et construire ensemble. La fameuse journée au vert annuelle, elle est à mon avis un des secrets de réussite de ce genre de projet. Un séminaire régulier, nous c'est quasiment une fois toutes les 6 semaines, de présentation, discussion des recherches des membres. En fait, la plupart des centres de recherche travaillent comme ça. Hein. Je ne vous révèle rien de très original, mais pour vous dire voilà comment on peut essayer de fonctionner. La journée d'études ou le colloque annuel et les publications collectives, des articles, mais aussi des collections de livres, une collection de livres en particulier qui
publie les actes des journées d'études réalisés par le centre et parfois aussi d'autres équipes qui demandent à publier dans cette collection. Alors ça c'était donc la deuxième expérience que j'avais envie de vous proposer. Donc le deuxième moyen d'action, c'est pas seulement se concerter sur la pédagogie, mais aussi créer des noyaux, créer des cellules de formation et de recherche. Ça peut être très modeste, on n'est pas obligé de faire un grand centre, ça peut être un centre de 3-4 personnes, de gens qui n'ont pas forcément toujours travaillé ensemble et qui souhaitent le faire. Alors voilà maintenant l'exemple que je souhaitais vous présenter concernant la formation des enseignants. C'est un dispositif que nous menons à Louvain depuis 15 ans à peu près, dans le cadre de l'agrégation. C'est un dispositif qui prend 2 jours, les étudiants viennent 2 samedis, et qui comporte 5 étapes. Je ne vais pas les développer très longuement parce que je ne voudrais pas dépasser le temps, et en plus vous n'êtes pas tous concernés par la formation des enseignants, donc c'est plutôt vraiment juste pour vous dire le genre de choses qu'on peut faire. Quelles sont les étapes ? Première étape, c'est un groupe multidisciplinaire. On demande aux étudiants de faire connaissance mutuellement en explicitant ces représentations et ces stéréotypes sur la discipline de l'autre. Il y a un S de trop d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on met les étudiants par groupe de disciplines différentes. Ici, c'est des étudiants donc, qui font l'agrégation, mais qui viennent les uns de maths, les autres d'éducation physique, les autres de sciences, les troisièmes de langue, par exemple. On a des groupes de 4 ou 5. Chacun a d'abord comme mission de se présenter les stéréotypes qu'ils ont, ou les représentations, et c'est souvent des stéréotypes qu'ils ont sur la discipline de l'autre. Deuxième étape, on les regroupe en groupes disciplinaires, donc cette fois-ci tous les futurs profs de français et tous les futurs profs de maths se retrouvent entre eux, et ils ont comme mission de préparer une riposte aux représentations qu'ils viennent d'entendre. Ils ont entendu une série de stéréotypes qui leur ont été adressés sur leur discipline. En français, il n'y a que la dictée, il n'y a que l'orthographe qui compte, par exemple, ce genre de choses, je simplifie un peu. Ben non, on va vous dire vraiment comment nous concevons notre discipline au départ des apprentissages qu'on a déjà pu suivre dans le cadre de la formation d'enseignants, dans l'agrégation. Troisième étape, ils sont à nouveau regroupés en groupes multidisciplinaires de 4 ou 5, et cette fois-ci, on leur dit, vous allez choisir une problématique. Alors, on leur donne une série d'exemples pour les inspirer, mais ils peuvent en choisir des problématiques qui sortent de la liste, choisir une problématique de départ et négocier un projet pédagogique interdisciplinaire qu'ils vont devoir préparer pour 2 semaines plus tard, pour la deuxième journée du séminaire. Quatrième étape, on se retrouve le deuxième samedi, donc 15 jours plus tard, et ils ont chacun dû plancher sur leur projet disciplinaire et multidisciplinaire, et ils doivent, enfin j'ai mis multi, en réalité l'idée c'est que ce soit même déjà inter, c'est plus que multi. Il s'agit de construire le projet en croisant les regards et les savoirs. Je vais vous montrer un exemple tout de suite pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis enfin, ils doivent se présenter devant les autres groupes, donc chaque groupe multidisciplinaire présente devant les autres groupes, donc on travaille par des auditoires dans lesquels il y a 5 groupes à la fois, donc ça ne prend pas un temps non plus considérable, une présentation prenant à chaque fois 15-20 minutes. Ils vont se présenter les projets et discuter de leurs intérêts, de leur faisabilité et de leur fragilité. Donc voilà, je vous remontre ici les étapes. Première, c'est faire connaissance en se présentant les stéréotypes sur la discipline de l'autre, préparer la riposte en disant voilà en quoi consiste mon cours et les apprentissages que j'y vise. Voilà le genre de choses qu'on obtient, c'est le genre de production, par exemple. Pour vous, le cours de français, c'est ça? Vous croyez que c'est l'orthographe, la grammaire, un cours désorganisé, flou, beaucoup de lectures de classiques? Voilà, c'est des stéréotypes courants sur le cours de français. En réalité, à droite, pour nous, le cours de français, pour nous, donc nous, profs de français, futurs profs de français, non, le français, c'est la langue et la littérature, la lecture de classiques, mais pas seulement, il y a aussi les auteurs contemporains, culture générale du passé, mais aussi la culture présente, actuelle, etc. Enfin, une série de points qui nuancent, précisent, montrent la vision plus enrichie qu'il s'agit peut-être d'avoir du cours de français. Même chose à propos du cours de psycho, il y a aussi des étudiants qui font l'agrégation en psycho. Le cours de psycho n'est pas, contrairement à ce que vous croyez, la thérapie, la rééducation des troubles, le processus de moralisation, le café du commerce ou l'image du mentaliste. Non, en réalité, c'est un cours beaucoup plus complexe où c'est trop petit pour que je puisse vous lire, mais on vous explique tout le détail de la finesse de ce cours de psychologie. Puis on choisit donc la problématique, on négocie son projet, il y a un canevas à remplir, ça c'est le canevas que les étudiants remplissent à la fin de la première journée pour nous annoncer quel est le projet sur lequel ils vont travailler, avec évidemment régulation et accompagnement par l'enseignant qui travaille avec 5 groupes et qui accompagne les 5 groupes qui sont chargés de travailler sur ces projets. Et puis voilà, ils doivent construire leur projet avec un certain nombre de paramètres. Il y a un diaporama avec des catégories types qu'ils doivent respecter.
doivent montrer qu'ils se sont posés des questions d'objectifs. Ils ont dû préciser l'âge des élèves sur lesquels ils travaillent, le temps qu'ils vont consacrer à leur projet interdisciplinaire, quelles sont les disciplines mobilisées, quelles sont les compétences et les contenus qui vont être travaillés, quelles seront les activités demandées aux élèves et aux enseignants, et quels seront les critères d'évaluation du projet, qu'est-ce que les élèves doivent produire et comment va-t-on mesurer leur réussite. Alors voilà un exemple, je vais vous le montrer simplement pour que vous l'ayez dans les yeux, mais je ne vais pas le développer évidemment. Je trouvais cet exemple particulièrement brillant, il a été présenté cette année d'ailleurs, il y a quelques mois, par un groupe d'étudiants, vous allez voir, de disciplines diverses. Et c'était l'idée d'un projet de voyage à la découverte de la région des trois frontières. Alors, je ne vais pas le développer, je vais simplement vous le montrer. Donc les trois frontières, c'est la région de Aix-la-Chapelle, Maastricht et Liège. Et donc c'était l'idée d'organiser un voyage scolaire, c'est une activité tout à fait classique et réaliste, hein. Il en existe comme ça chaque année dans toutes les écoles, mais multidisciplinaire et interdisciplinaire. On allait faire contribuer des éclairages divers pour comprendre ce qui se passe dans cette région. Voilà, description du projet, 2 semaines de préparation quand même, donc c'est un projet qui s'étale sur toute une durée, 2 semaines de préparation par discipline, puis de préparation d'une exposition qui va être faite au terme du voyage, puisque le voyage lui-même dure 3 jours, et puis voilà les objectifs que vous voyez là, on vise des élèves de 6e secondaire, les formalités pratiques. Vous voyez que les élèves ont vraiment, enfin les étudiants qui ont préparé ce projet ont réfléchi vraiment très précisément aux 3 journées du voyage et à ce qui allait s'y passer, à ce qu'on allait visiter, à la manière dont chaque discipline pourrait du coup mobiliser dans chaque activité. Et puis voilà, précisément par discipline, ce que chaque discipline a à faire pour préparer d'abord en classe avant le voyage, puis pendant le voyage et puis après le voyage. Donc il y a vraiment les 3 temporalités. Voilà ce que la discipline va travailler. Et ce sont des contenus disciplinaires qui sont liés à ce qui est nécessaire aussi en 6e secondaire. Donc ce n'est pas des choses qu'on vient sortir comme ça du chapeau et qui seraient artificielles. Donc je ne vais pas vous le détailler, mais vous voyez qu'il y en a pour l'histoire, il y en a pour les langues modernes, il y en a pour la biologie, il y en a pour le latin. Il ne faut pas oublier que Aix-la-Chapelle, c'est là où se trouve le tombeau de Charlemagne. Les sciences sociales, et puis le français. Donc voilà, vous voyez, ici c'est plus que 5 disciplines, je crois que c'est un groupe un peu plus important, avec toute une réflexion sur l'évaluation. Vous voyez que ça n'a pas été, on sait non seulement l'évaluation du projet complet, mais aussi dans chacune des disciplines, comment est-ce qu'on va évaluer chacune des productions qui auront été travaillées en histoire, en langue moderne, etc. Avec quels critères d'évaluation communs. Donc vous voyez, réflexion transversale sur l'évaluation. Donc vous voyez vraiment comme les étudiants ont dû réfléchir de façon assez élaborée, non seulement à une production commune interdisciplinaire qui est la préparation de ce voyage, mais aussi à de la transversalité dans leur approche, notamment de l'évaluation, avec un retour final. Alors ça, c'est nous qui leur demandons à la fin de l'activité de nous dire ce qu'ils en ont retenu, ce qu'ils ont perçu comme pertinent et comme éventuelle limite de l'activité. Et voici 2 exemples de retours qui sont un reflet de ce qu'on entend habituellement. Les étudiants sont, il faut le dire, ce n'est pas de l'autosatisfaction de le dire, ils sont généralement très contents de ce type d'activité parce qu'ils disent que c'est la seule fois dans leur parcours universitaire où on leur a donné l'occasion de travailler entre différentes disciplines, de croiser d'autres regards, de se mettre eux-mêmes en question à travers le regard des autres et de vraiment faire un travail de construction commune. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux à nous dire on va essayer ça dans nos écoles quand on aura l'occasion. C'est vraiment des projets qui méritent d'être essayés. Alors aujourd'hui même, ici, tout à l'heure des posters, il y a des choses à certains égards comparables qui ont été présentées. Voilà, je vous rappelle ici les 6 posters qui ont chacun présenté des projets interdisciplinaires liés aux matières spécifiques de l'enseignement supérieur. Donc on n'est plus, sauf dans un cas, dans de la formation d'enseignants. Il y a une équipe qui a travaillé sur de la formation d'enseignants primaires bilingues. Je trouvais ça d'ailleurs fort intéressant. Mais voilà, il me semble qu'on voit bien que quel que soit le type de discipline, de matière dans lequel on est, il y a un travail possible là-dessus. Et je voulais terminer en vous présentant ce livre. Alors, ce n'est pas pour faire de la promo, mais c'est pour dire qu'on a besoin d'outils aussi pour faire de l'interdisciplinarité. Et c'est une chose qu'on s'était dite il y a quelques années avec une série de collègues là, de sciences humaines. Donc, ce n'est pas toutes les disciplines, c'est la discipline des sciences humaines. On s'était rendu compte que les enseignants de l'enseignement qualifiant, l'enseignement secondaire qualifiant, étaient souvent amenés à donner des cours pour lesquels ils n'étaient pas formés. Et tout particulièrement dans le domaine des sciences humaines, on demande souvent à l'historien de donner des cours pour lesquels il n'est pas formé, aux profs de français, aux profs de sciences sociales, et qui avait vraiment un vrai manque de formation interdisciplinaire, d'abord multidisciplinaire, mais ensuite de travail interdisciplinaire là-dessus. Et donc c'était à ça qu'avait essayé de répondre cet ouvrage, qui date de 2014, qu'on a construit avec toute une équipe de collègues. Voilà, constat d'un manque à la base.
Et à partir de là, on a construit ce livre qui, d'abord, il s'est donné deux objectifs. Un premier objectif qui était de présenter les disciplines des sciences humaines, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans les programmes scolaires actuels en Belgique francophone dans ces disciplines? Quels sont les attendus particulièrement pour l'enseignement qualifiant? Quels sont les savoirs disciplinaires de base qu'on enseigne dans les agrégations à propos de ces différentes disciplines? Donc c'est vraiment des sortes de, je dirais, de kits pédagogiques presque de survie ou de l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'histoire, la géo, les sciences économiques, le droit, les sciences sociales, la psychologie, les sciences de l'information et de la communication et le français langue première, qui sont des disciplines très très souvent entrelacées dans l'enseignement qualifiant et pour lesquelles les mêmes enseignants qui étaient formés dans une seule des disciplines sont souvent amenés à devoir donner les autres. Et donc l'idée, c'était de permettre vraiment que l'enseignant soit informé sur ce qui se passe dans les autres disciplines, sans devoir aller chercher l'info chez le collègue qui lui dira ça entre deux portes, mais qu'il ait vraiment dans le livre les éléments de base. Donc première partie, c'était la présentation des disciplines, tout ce qu'il faut savoir avant de mourir sur chacune d'entre elles. Et puis deuxième partie, des présentations d'exemples de projets interdisciplinaires sur des thématiques qui permettent de créer justement ce lien dans l'enseignement qualifiant entre les disciplines des sciences humaines sur des thèmes qui sont, j'espère que vous en serez convaincus aussi, particulièrement pertinents dans le monde actuel. La question de la mondialisation, pour un des thèmes, un autre sur l'urbanisation dans le monde, troisième, le développement durable, le quatrième, les dépendances, et le cinquième, l'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie. Et ce sont chaque fois des gros chapitres avec beaucoup de textes, de documents, d'exemples, d'activités étalés sur plusieurs séances de cours qui permettent de mobiliser les différentes disciplines. Et même si l'enseignant est tout seul, il a les moyens, même s'il n'est spécialisé que dans une discipline, par ce qu'on lui propose là, de faire ce travail. Donc voilà, je ne dis pas que cet outil est la cinquième merveille du monde et qu'il est la seule manière de répondre aux problèmes, évidemment, mais c'est un outil qui me semble intéressant dans une journée comme celle-ci à présenter. Et pour conclure, puisqu'il est juste 4h30, le mot de la fin, j'ai envie d'insister sur ces trois priorités, finalement, du travail que nous essayons ici de promouvoir, je crois. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. L'ancrage disciplinaire, c'est peut-être la première chose à rappeler, c'est qu'il faut être au clair sur ce que l'on sait, sur ce que l'on croit, sur ce que l'on veut, sur nos savoirs technopédagogiques disciplinaires. Deuxièmement, le travail en équipe, je crois que c'est vraiment une plus-value. Je pense que vous en êtes convaincus. Il s'agit d'apprendre à se rencontrer davantage, de mieux se connaître mutuellement, d'expliciter nos représentations, nos attentes mutuelles, mais pour autant qu'on le veuille bien et qu'on se donne le temps et qu'on ait les moyens minimaux de le faire. Et puis la construction de projets, ça va plus loin. C'est peut-être là que vraiment la sauce prend et qu'une équipe pédagogique devient une équipe d'action, une équipe de projet, une équipe de création qui peut-être peut donner une vraie dynamique à l'école et à la formation des étudiants que nous avons à former. Et voilà, je crois que j'ai plus ou moins tenu le temps. Et je vous remercie de votre attention.